Aménagement et valorisation des forages artésiens, on va en parler tout à l'heure après avoir suivi ce reportage. Si cette expérience de la valorisation économique et la gouvernance locale de l'eau des forages artésiens constitue une grande première dans notre pays, elle donne des impacts positifs pour les populations. Et déjà, on peut bien tirer les premiers enseignements. Le processus de valorisation économique et de gouvernance locale de l'eau des forages artésiens est un long processus qui nécessite un accompagnement à la fois des communautés à une prise de conscience de ce que cette ressource est vulnérable et peut à un moment donné s'éteindre. Démarrée depuis 2004, cette expérience innovante a connu plusieurs phases d'intervention avant de prendre son envol en 2015 grâce au développement de l'approche recherche-action. Une approche qui permet aujourd'hui, grâce à l'appui des deux partenaires, de transformer les menaces que constituaient les eaux déferlantes en opportunités d'amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des populations. On rencontre plusieurs forages qui ne sont utilisés que pour les usages domestiques. Et là, effectivement, on a une grande déperdition. Il est vrai aussi que aménager ces forages, c'est un peu plus coûteux. Ça demande plus de technicité que d'aménager les autres forages. Parce qu'en général, on a une pression qui est forte et il faut des équipements spécifiques pour réaliser soit une maîtrise partielle selon les pressions qu'on a. Et on n'a pas toujours les ressources disponibles pour faire cela un peu partout. Mais plusieurs sites restent encore non aménagés et depuis leur réalisation, l'eau des forages devenus artésiens continue à couler pendant que les populations vivent toujours dans l'insécurité alimentaire et vivent la dure réalité des effets des changements climatiques. Et on retrouve Amandine Niambossou sur le plateau, la fine fleur du jardin de Heureuse. Bonsoir Amandine. Bonsoir à vous, Heureuse d'Alandé. Dernier virage ce soir. Oui, c'est ça. Et oui, et on parle du sujet, forage artésien. artésien. Aujourd'hui, on parle aménagement et valorisation. Oui. Avec Flavien Devonou, environnementaliste. Oui, il était avec nous le lundi. Madame. Bien sûr, il revient. Il revient, comme il avait promis. N'est-ce pas? C'est un homme de parole donc. Merci madame. Alors on va y aller. Oui, on va y aller, docteur Flavien Devonou. Avant de parler aménagement et valorisation, on va d'abord aborder la question des impacts environnementaux des forages artésiens. Merci beaucoup madame. Comme vous le savez, les forages artésiens, c'est des forages qui sont réalisés dans des nappes qui sont sous pression. Et pour la plupart du temps, l'eau remonte avec pression. Et ces nappes sont situées à des profondeurs variant entre 400, 500, 600 mètres. Alors, le fait que cette eau, n'est-ce pas, vienne à la surface avec pression, lorsqu'elle n'est pas bien aménagée, lorsque les conditions de son captage ne sont pas bien réalisées, il y a des impacts environnementaux qui sont liés à cela. Le premier impact, c'est les risques d'inondation. Vous allez voir que dans les endroits où ces forages sont réalisés, s'il n'y a pas un cours d'eau pour recevoir en même temps l'eau qui jaillit, qui coule, cette eau stagne et cela crée des risques d'inondation dans ces zones-là. Deuxièmement, vous avez l'insalubrité qui s'installe autour de ces forages parce que les animaux vont venir s'abreuver là, les bonnes dames viennent faire la lessive, la vaisselle et tout. Donc il y a un problème d'hygiène et d'assainissement qui est souvent lié à cela. Autre chose, vous avez des conflits qui peuvent naître autour de ces forages parce que c'est des points qui attirent beaucoup d'acteurs. Parce que vous voyez, déjà les éleveurs avec le bétail, la bonne dame qui viendra prendre cette eau pour pouvoir s'alimenter en eau potable à la maison, etc. Bon, le maraîcher qui voudra utiliser cette eau pour faire du maraîchage, etc. Donc, il y a souvent des conflits qui naissent. Mais un autre point, impact négatif, c'est l'épuisement de la ressource.
Vous savez, l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Elle peut s'épuiser. Et le réservoir, lorsque le réservoir se vide, vous convenez avec moi que c'est une perte pour la ressource. Et je crois même que sur le plateau, la fois passée, M. Tossounon, il disait qu'il y a déjà des forages qui sont en train d'être taris. Ah oui, parce que des fois, vous constatez que le débit baisse. Vous avez des forages qui, au départ, sont à 30 mètres cubes heure, mais après des années, cela passe à 10 mètres cubes heure. Normalement, quand on fait les forages, on a quelle quantité d'eau par jour? Oui, le débit varie. Il varie suivant la pression, il varie suivant la capacité du réservoir, de la nappe que vous avez captée. Mais vous avez une estimation? Oui, le débit moyen, c'est autour de 20, 25, 30 mètres cubes l'heure. L'heure? Oui, Wow. oui, c'est beaucoup d'eau qui sort et qui, nuit comme de jour, ça coule dans la nature. Et enfin, comme autre impact négatif, vous avez l'érosion du sol. Dans ces endroits où l'eau coule permanemment, cela creuse le sol. Vous avez le lessivage de ces sols-là qui font partir, en tout cas, vous avez les éléments nutritifs du sol. L'infertilité de ces sols. Voilà, les sols deviennent pauvres Okay. dans les zones où vous avez de ces forages-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un impact qui consiste à ce que l'eau tarisse. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de maintenir l'eau éternellement? Maintenir l'eau éternellement, c'est à des moments donnés arrêter le forage, c'est-à-dire arrêter l'écoulement de l'eau. Comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, c'est des équipements qui coûtent cher. Des équipements qui coûtent cher, tout simplement parce que ce n'est pas comme une nappe libre ou une nappe captive où vous allez mettre une pompe pour aspirer l'eau quand vous voulez. Ici, l'eau sort avec pression et est prête à sortir tout le temps. Est-ce que vous voyez? Donc, la maintenir sous pression, cela revient, n'est-ce pas, à déployer des équipements lourds et qui sont chers pour pouvoir gérer. Comment aménager alors ces forages artésiens? Parce qu'il y en a, on a vu dans le reportage, il y en a qui sont déjà aménagés, parce qu'il y a des projets qui sont passés par là et qui ont mis des pompes et autres, mais il y en a d'autres qui sont livrés à eux-mêmes. Oui, c'est vrai, les forages qui sont aménagés, c'est une très bonne chose. Et nous devons pouvoir encourager, n'est-ce pas, les mairies, c'est sur les territoires de ces mairies-là que... Est-ce que c'est leur rôle? Oui, actuellement, c'est aux municipalités de gérer, n'est-ce pas, les points d'eau qui sont sur leur territoire. Donc, elles doivent pouvoir s'impliquer activement dans la gestion durable de ces points d'eau. Vous savez, sans eau, pas de vie. L'eau, c'est la vie. Et voilà une ressource qui est inéquitablement répartie. Il y a des pays qui n'en ont pas du tout et des pays qui en ont, qui ne savent même pas. Même sur le même territoire, il y a des régions qui sont bien fournies et d'autres qui n'en ont pas du tout. Les régions du socle n'ont pas de l'eau, mais les régions du sud, vous voyez, prenez par exemple les inondations. Quand il y a inondation, vous voyez tout le volume d'eau qui arrive, qui coule. Mais ça sert à quoi? Ça va atterrir dans la mer. C'est un gâchis. Or, ailleurs, les gens ont des systèmes pour pouvoir retenir ces eaux-là au niveau des bassins de rétention et tout, et pour pouvoir valoriser. C'est le cas qui me passionne le plus, c'est le cas du Maroc, qui dit que même s'il ne pleut pas, pendant 5 ans, il est en mesure de continuer d'avoir de l'eau et de continuer à faire de l'agriculture. Parce que pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils ont anticipé, ils ont des barrages, ils ont des retenues d'eau, ils ont des réservoirs, ils ont suffisamment stocké l'eau pour ne pas être, n'est-ce pas, dépendant de la pluie. Qu'est-ce qui nous empêche de copier? Nos cadres voyagent souvent, ils vont dans ces pays et voient tout ça. Ce qui nous empêche, c'est que nous n'avons pas les mêmes problèmes qu'eux. Et nous sommes sûrs que chaque année, il va pleuvoir. Voilà. Ah oui. En attendant que les changements climatiques ne bouleversent c'est maintenant que le mot fort est sorti, changement climatique. Donc avec le changement climatique, on doit pouvoir faire attention et savoir que la ressource n'est pas inépuisable et qu'il peut arriver au moment où on ne la trouve pas. Mais en attendant de trouver les fonds nécessaires pour aménager ces forages, comment faire alors pour les valoriser? Alors, ce qu'on peut faire et ce qui est à notre portée, c'est de savoir que ces forages-là, qui sont des points d'eau positifs, on peut les utiliser à beaucoup de fins. Premièrement, on peut les utiliser pour pouvoir alimenter nos communautés en eau potable, ne serait-ce que faire des châteaux d'eau, pour pouvoir envoyer l'eau en altitude et ensuite faire la canalisation qu'il faut pour pouvoir avoir les points de distribution d'eau. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est le fait qu'on peut utiliser ces eaux-là pour faire du maraîchage.
au lieu de les laisser couler dans la nature, on peut, n'est-ce pas, canaliser ces eaux-là, les envoyer dans des zones où on peut faire, n'est-ce pas, ne serait-ce que la culture de légumes, de tomates, de piments. Mais l'eau issue des forages artésiens, elle est vraiment chaude. Oui. Est-ce que sortir directement, comme je l'ai dit, c'est de l'eau qui vient d'un aquifère qui est très profond, 400-500 mètres. C'est de l'eau qui vient avec pression à la surface. Et sa température moyenne, c'est 35 degrés. Voilà. Quand vous allez à Poso Tomé, l'eau qui sort, c'est de l'eau thermale. C'est pour ça qu'on la qualifie de eau thermale. C'est à 35 degrés que ça sort. Oui, donc cette eau, est-ce que ça peut directement servir, quand vous parlez de maraîchage, en fait? Je n'ai pas dit de servir l'eau aux plantes à la seconde près. Non, vous pouvez la laisser refroidir. La preuve, elle est à 35 degrés, pourtant toute la communauté de Poso Tomé vient prendre cette eau-là pour boire. Parce que vous voyez, ils ne boivent pas cette eau chaude. Non, laissez un peu refroidir et vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. On peut faire, n'est-ce pas, de la riziculture. La riziculture, c'est la culture du riz dans ces zones-là, parce que c'est des zones humides, si vous voyez, pour la plupart du temps. Et on peut, n'est-ce pas, faire beaucoup de choses. Un forage, moi je dis un forage artésien, de l'eau artésienne dans une zone, c'est une mine d'or. On doit pouvoir valoriser et faire la GIR autour de ça. La GIR, c'est la gestion intégrée des ressources en eau. Donc là, on peut cibler déjà ces zones où il y a ces forages artésiens et délibérément peut-être choisir, faire de la production du riz. Absolument. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que cartographier ces zones où nous avons de ces forages artésiens, faire les études pour voir est-ce que le sol est adapté à la culture du riz. Et je sais qu'il y a des riz qui se font même... Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le forage artésien pour décider de faire la production du riz. Les plantes sont adaptées à des sols donnés, voilà. Vous voyez, et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si dans la zone, c'est de la pisciculture qu'on peut faire, c'est une très bonne chose. Les poissons ont besoin de l'eau, vous voyez. Et aujourd'hui, tout est possible avec ces forages. Quand vous parlez de pisciculture, ou est-ce que c'est autour ou bien on crée des bassins? Ah oui, on doit pouvoir créer des bassins. Autour, ça va créer des impacts négatifs. Ça va être tout le problème au forage. Parce qu'une chose est bien, il faut donner des conseils, mais il faut dire également aux gens comment faire. Oui, ce n'est pas au pied du forage qu'il faut faire ça. Il faut avoir un système de canalisation et amener ces eaux-là, n'est-ce pas, sur les lieux où vous voulez faire l'élevage de vos poissons et tout. Et après, trouver un système, un endroit où vous allez renvoyer ces eaux usées-là à un autre endroit ou bien même faire le maraîchage après avec. Vous avez parlé tout à l'heure de l'implication des communautés dans la gestion de ces forages. Comment ça doit se faire normalement? Alors, en principe, lorsque ces forages sont faits, il y a un comité de gestion. Les communautés à la base s'organisent. Vous avez par exemple un président, vous avez un organisateur, vous avez un trésorier pour que ces eaux-là, n'est-ce pas, soient bien gérées. Mais la plupart du temps, on constate que ces comités ne fonctionnent pas très bien. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui justifie l'état défectueux des forages qui existent. Oui. Quand le projet finit, la suite du projet, ça fait problème. Or, on doit pouvoir assurer la durabilité des projets. On agit comme tout bon béninois, on aime être accompagné. Non, pas toute notre vie. On ne peut pas être accompagné toute notre vie. Il faut que nous-mêmes soyons indépendants un jour. Voilà, mais il y a des gens qui confondent ressources et forages. Ah oui, voilà, ça c'est important. Le forage artésien, c'est ce forage qui est fait, n'est-ce pas, et qui est allé capter l'eau qui est sous pression dans le sous-sol. Par contre, la source, c'est de l'eau qui coule, n'est-ce pas, dans un aquifère donné, dans un réservoir, et à un moment donné, subitement, arrive dans une dépression. Là, elle continue, elle pense qu'elle est en train de continuer à couler, mais elle tombe dans le vide. C'est ça les sources. Par exemple, à Zanyanando, vous avez beaucoup de sources qui sont avec de très bons débits, mais qui malheureusement coulent naturellement dans la nature. Vous voyez. Les sources, leur problème, c'est qu'à un moment donné, elles vont tarir. Vous avez des pays comme la Tunisie, où il y avait des sources, mais après, il n'y a plus rien. Et à ces endroits où les sources sont taries, les gens ont mis des tombeaux là, pour montrer qu'il y avait la vie là, et que la vie a disparu. C'est très important. Voilà un peu heureuse d'annoncer ce qu'on peut retenir des forages artésiens. On en a parlé tout au long de cette semaine. Nous espérons que les téléspectateurs ont pu en tirer quelque chose. Merci déjà à vous, Flavie Dobono. C'est l'invité qu'on remercie surtout. Merci pour sa disponibilité. Merci bien. Excellent week-end à vous. À vous de même, madame. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Oui.